Groupe Croissance et ses partenaires, la Banque de la République d'Haïti BRH et le Centre de facilitation des investissements CFI vous annoncent la tenue de la 13e édition du Sommet international de la finance du 17 au 19 avril 2023 à Marriott Hotel et online. Le thème retenu cette année est « Financer l'éco-développement en Haïti ». Entendez par là, financer l'économie et l'écologie pour le développement d'Haïti. Comment retrouver la voie d'une croissance économique soutenable et inclusive après 4 années consécutives de contraction du produit intérieur brut ayant conduit à la détérioration des conditions de vie de la population haïtienne? Comment faire face aux défis posés par le changement climatique pour les économies insulaires? Comment assurer la transition énergétique? Comment l'économie haïtienne pourrait bénéficier des nouvelles mesures adoptées par les États-Unis pour raccourcir certaines chaînes d'approvisionnement de secteurs clés de leur économie? Autant de questions et d'opportunités qui seront analysées et débattues dans les différents panels composés d'experts locaux et internationaux au cours du Sommet international de finances du 17 au 19 avril 2023 dans la capitale financière haïtienne. Pour plus d'informations, appelez le 29 42 25 25 et le 28 11 78 27. Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur. Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir 7h. Et cette émission est disponible sur YouTube pour Télémétropole. Nous allons nous rendre du côté de la République dominicaine avec notre traditionnel, ça fait déjà longtemps, correspondant de Radio et Télémétropole, Jean-Michel Kawa. Nous allons analyser un véritable séisme politique en République dominicaine, particulièrement du côté du système politique qui a eu lieu au cours du mois de mars. Jean-Michel Kawa, ce n'est pas la première fois qu'on discute de ce sujet, scandale politique en République dominicaine. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous les amis haïtiens. Effectivement, vous avez raison, il y a un véritable, on peut utiliser le terme séisme politique actuellement en République dominicaine. En fait, ça remonte avant les dernières élections. Il y a de grosses personnalités du gouvernement Medina, rien de nouveau pour l'administration Medina, parce qu'on peut en citer tellement, opération Caracol, opération Coral, opération Medusa, opération Antipulpo. Maintenant, voilà Calamar. Pourquoi des produits marins pour analyser ces scandales politiques en République dominicaine? Écoutez, ça a commencé, je dirais, un peu comme une plaisanterie, et finalement, ils ont décidé de suivre les appellations marines pour qualifier ces différents scandales de corruption touchant l'administration passée, donc l'administration du Parti de la Libération dominicaine, président Danilo Medina, qui donc a été de plus en plus, les scandales se rapprochent de plus en plus de lui. Vous vous souvenez sans doute, on en avait parlé que frères et sœurs de Danilo Medina avaient été mis en cause. Et là, ce sont les plus proches collaborateurs, finalement, qui sont indexés dans cette nouvelle affaire intitulée Calamar. En fait, ce n'est pas le premier grand scandale politique. On se rappelle de Debrecht qu'on avait analysé également, mais c'était quand même moins de 100 millions de dollars américains. Maintenant, on parle de 360 millions de dollars américains avec des cadres supérieurs. C'est le système politique, c'est l'administration publique qui est touchée. Mais il faut rendre un hommage encore au secteur judiciaire, particulièrement le ministère public, avec près de 2 années et plus de 3000 pages de dossiers et des preuves, de 1200 éléments de preuves. Ça, c'est extraordinaire. C'est un exemple, pas simplement pour la région, mais pour le monde, qu'un petit pays comme la République dominicaine puisse mettre de l'ordre en ce sens et veiller à la bonne gestion de l'administration publique dominicaine. Oui, vous avez raison. Un des grands changements, je dirais, du nouveau gouvernement présidé par Luis Abinader, c'est effectivement l'indépendance du ministère public. Alors attention, on parle du ministère public. Maintenant, il faut que les tribunaux condamnent ces actes de corruption, ce qui n'a pas encore été le cas.
Et souvenez-vous que la plupart des juges, des membres des tribunaux, ont été nommés pendant la période du PLD, que ce soit par Danilo Medina ou par Leonel Fernandez. Donc, il y a entre l'inculpation, l'ouverture d'enquête et tous ces documents à charge que vous évoquiez, et le passage devant les juges et les condamnations, il y a encore du temps. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de condamnation sur ces grandes affaires de corruption. Mais la PEPCA, l'unité responsable, fait un travail, je pourrais dire, extraordinaire en mettant tout en place. Et on a vu le mécanisme lorsqu'on devrait inculper ces gens. C'est quand même une grosse machine. Et ce n'est pas seulement à Santo Domingo. Et il y a eu des affaires en dehors du système. Et c'est un grand scandale très complexe, que ce soit la Banque de réservation qui participe, on parle également du Conseil d'État du sucre, on parle également d'expropriation, Angel Locard qui a une grosse personnalité juridique en République dominicaine, un avocat. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment a-t-on pu mettre en place un tel système aussi macabre sur le plan de gestion des fonds publics en République dominicaine? Alors écoutez, pour cette dernière affaire, donc le dossier Calamar, il y avait deux mécanismes principaux, je dirais, de corruption pour atteindre ces sommes effectivement impressionnantes de 360 millions de dollars US selon le ministère public. La première méthode consistait à utiliser les indemnisations de terrains qui avaient été expropriés pour constituer des parcs nationaux ou pour des raisons de travaux publics. Donc il y a des terrains qui avaient été expropriés et qui n'avaient jamais été remboursés, payés par l'État. Alors le mécanisme de corruption mis en place par les très proches collaborateurs du président Danilo Medina, en l'occurrence l'ancien candidat du PLD, du Parti de la Libération Dominicaine, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, qui était vraiment la main droite de Danilo Medina, et Donald Guerrero, qui était aussi quelqu'un de très important dans le cabinet de Danilo Medina. Et le ministre des Finances. Pardon? Le ministre des Finances. Le ministre des Finances, absolument. Et ces trois personnages donc, avaient mis au point, avec l'aide de l'avocat que vous avez cité, Angel Locard, qui est connu pour être au centre de toutes les affaires de corruption depuis plus de 30 ans, et ils avaient mis au point un système qui consistait à aller voir les personnes qui avaient été expropriées et leur proposer un remboursement, mais simplement de ce remboursement, ils conservaient la plus grosse partie. Ils donnaient des miettes finalement aux personnes expropriées, et eux conservaient le gros de cette indemnisation, ce qui très vite est monté à des sommes colossales. Et le deuxième mécanisme important qui a été utilisé, c'est une espèce d'extorsion réellement, un impôt illégal, une extorsion aux banques de loterie, ce qu'on appelle ici les loteca, les banques de loterie, il y en a partout dans le pays. Et ces banques de loterie qui fonctionnent souvent de manière à la limite de la légalité devaient payer une contribution, un impôt, donc estimé à plus de 8 millions de pesos par mois par le PEPCA, à ces trois personnages par l'intermédiaire de comptes, comme vous disiez, à la Banco de Reserva, qui est la plus grosse, qui est une des plus grosses banques dominicaines et qui est la banque publique. En plus, il passait par la Banque nationale. Donc voilà les deux grandes méthodes finalement d'extorsion et de corruption utilisées par ces trois personnages. Avec d'autres d'ailleurs, hein, parce qu'il y a 11 personnes qui ont été inculpées. Il y a le contrôleur général du Trésor, enfin il y a d'autres personnes, mais les trois plus connues, ce sont trois personnes qui sont très proches donc de Danilo Medina. Vous avez bien cité, monsieur, et particulièrement Gonzalo Castillo, l'ancien candidat à la présidence. D'ailleurs, le mécanisme a été monté spécialement pour supporter sa candidature, que ce soit à l'interne pour gagner face à Leonel Fernandez, ensuite pour aller aux élections face à Abinader. Également,
Donald Guerrero, qui est le ministre des Finances, et bien sûr, José Ramón Peralta, qu'on ne faut pas négliger. C'est comme le secrétaire de la présidence, si on peut considérer dans le cas en Haïti, en quelque sorte. Donc, maintenant, les banques de loterie, c'est la loterie sportive, c'est un nouveau mécanisme que vous avez en République dominicaine? Ce n'est pas la borlette comme nous avons en Haïti? Non, c'est la borlette. C'est la borlette. Ce sont les borlettes donc, qui sont partout. Je veux dire, quand vous vous promenez dans les campagnes, dans les petites villes, partout, vous allez trouver des borlettes, comme on dit en Haïti, qui sont effectivement, comme je le disais, des banques, ils appellent ça des banques ici, des banques qui sont à la limite souvent de la légalité, qui ne sont pas forcément enregistrées légalement, donc qui prêtent le flanc, je dirais, d'une certaine façon, à ce genre d'extorsion et de corruption. Maintenant, il y a une collusion entre les hommes d'affaires et les politiciens en République dominicaine, parce que la plupart de ces individus cités-là, particulièrement Guerrero, c'est un grand homme d'affaires. Pas simplement en République dominicaine, il évolue également à Porto Rico, Castillo le connaît bien. Et est-ce que le fait que le budget dominicain, comme vous savez, une grosse partie, ça va vers les travaux publics, on se rappelle dans le scandale Odebrecht, le ministre des Travaux publics était au centre de tout ça. Est-ce qu'il y a trop d'activités économiques autour de ce secteur et là, les contrôles ne sont pas bien réalisés qui provoquent une telle situation? Alors encore une fois, on parle du passé, on ne parle pas du gouvernement actuel. Et effectivement, on était arrivé à une situation où le PLD, le Parti de la Libération dominicaine, contrôlait à la fois l'exécutif, le législatif et le judiciaire, ce qui a permis ces dérives finalement. Alors l'implication d'hommes d'affaires est évidente et il y en a un certain nombre qui sont impliqués de manière directe ou indirecte dans les différents dossiers de corruption qui ont été mis à jour par le ministère public et le PEPCA, l'organe spécialisé donc de lutte contre la corruption. Et évidemment, quand on parle de travaux publics, vous avez cité Odebrecht, il y a d'autres compagnies également qui ont été impliquées dans des affaires, notamment pour la construction d'une nouvelle prison à la Victoria. Et d'autres affaires de travaux publics, notamment le scandale de l'asphalte pour faire le revêtement des routes, dans le scandale duquel Gonzalo Castillo a été impliqué, qui n'a pas encore été jugé. Donc effectivement, il y a un certain nombre de... Enfin, les garde-fous, je dirais, les garde-fous avaient sauté sous le gouvernement du PLD. Et encore une fois, hein, le grand changement, je crois, jusqu'à présent, peut-être que s'il y a une nouvelle alternance politique, on découvrira qu'il y avait également de grandes affaires de corruption sous le gouvernement actuel. Mais je crois qu'il y a quand même une crainte des principaux acteurs politiques, et y compris du secteur privé, parce qu'ils savent que, notamment, la chef du ministère public, Myriam Herman, est une personnalité très respectée, toute sa carrière a été sans faute, et madame propre en quelque sorte, et que je crois que ça a quand même freiné beaucoup les tentatives et les tentations, je dirais, de corruption depuis le nouveau gouvernement de Luis Abinader. Gonzalo Castillo, qui aurait pu être président actuellement en République dominicaine, c'est le fils qui n'est pas son fils, je pourrais dire, de manière biologique, mais très supporté par, on sait bien, Danilo Medina. Qui est-il? Alors, Gonzalo Castillo il avait été ministre des Travaux publics, dans un gouvernement de Danilo Medina, et il a une compagnie d'aviation, d'hélicoptères, de services de transport par hélicoptère de personnes qui ont besoin d'intervention médicale, par exemple, pour aller dans les hôpitaux à Miami, etc. Et cette compagnie fonctionnait bien et il était considéré comme un des principaux financiers du PLD, du parti, une des raisons pour lesquelles il a été choisi donc par Danilo Medina pour briguer sa succession, choix qui ne s'est pas révélé très heureux parce qu'en plus c'est un personnage assez falot qui a pour surnom en République dominicaine El Penco, qui est une espèce de... El Penco, c'est ça, c'est un personnage un peu sans odeur et sans saveur, pas charismatique, qui n'est pas un homme politique qui a vraiment marqué
la dernière campagne électorale. Donc, le choix, et en plus, rappelez-vous, cette division du PLD, avec Leonel Fernandez, donc, qui a quitté son parti, le Parti de la Libération dominicaine, pour créer la Force du Peuple et se présenter donc à la tête de ce nouveau parti. Donc ça a été, je pense, les deux éléments qui ont permis la victoire de Luis Abinader aux dernières élections présidentielles. Ça a été, à mon avis, cette division du PLD d'une part, et cette mobilisation très importante de la société civile dominicaine, la fameuse marche verte, la Marcha Verde, qui a mobilisé des centaines de milliers de personnes, des manifestations comme on n'avait jamais vu dans le pays, sur les deux thèmes, lutte contre la corruption et lutte contre l'impunité. Donc il y avait vraiment une conscience dans la société dominicaine que cette dérive mafieuse du PLD devait s'arrêter. Je pense que c'est la raison pour laquelle la première décision de Luis Abinader a été la nomination, enfin une des premières décisions, a été la nomination de Myriam Herman, une personnalité incontestée sur le plan de trajectoire, comme procureur général de la République, c'est-à-dire ministre de la Justice. Oui, et j'ai posé la question concernant Gonzalo Castillo pour la simple et bonne raison. On le voit souriant et pendant l'inculpation. C'est un individu avec une caractéristique assez drôle comme ça. Et vous avez bien dit qu'il n'a pas vraiment, il n'est pas charismatique. Pourquoi ce choix de Danilo Medina, qui n'est peut-être pas un stratège comme Léonel, mais on pourrait dire un grand tacticien du Parti de Libération dominicaine, parlant de oui, c'est un choix qui a beaucoup surpris à l'époque. Souvenez-vous qu'il y avait parmi les autres candidats à la candidature, il y avait notamment l'ex-épouse de Leonel Fernandez, Margarita Cedeno, qui était sur les rangs. Il y avait d'autres candidats qui voulaient donc avoir cette nomination. Et le fait que Danilo choisisse El Penco, comme on dit ici, Gonzalo Castillo, a surpris beaucoup de monde, parce que, y compris les analystes politiques disaient, bon, c'est quelqu'un qui n'attire pas les votes, qui n'est pas populaire au sens des pays comme la République dominicaine, où le contact humain, le rapport avec les gens est important. Or, il ne l'avait pas. Et je pense que c'est une des raisons aussi de sa défaite. Donald Guerrero, homme d'affaires puissant, et il a fait tout le mandat comme ministre des Finances. Alors oui, c'était quelqu'un de connu, notamment, comme vous le disiez tout à l'heure, pour ses activités privées. Il a une compagnie qui représente des marques d'automobiles de luxe, notamment à Porto Rico. Et c'est quelqu'un qui est riche, qui a beaucoup d'argent. Donc là aussi, ça a surpris que quelqu'un comme ça, qui a déjà une grosse fortune personnelle, se permette des actes de corruption, de détournement de fonds, de la sorte. Ça a été un des commentaires qu'on a beaucoup entendu. Et pourquoi Donald Guerrero s'est lancé dans ces affaires-là? Donc, sur le plan personnel, on n'a pas bien compris pourquoi. Mais c'est un personnage assez discret. C'est un personnage qui n'est pas très connu du grand public, mais qui en revanche est très connu dans les milieux d'affaires, qui est quelqu'un qui a beaucoup frayé avec les principaux entrepreneurs dominicains. José Ramón Peralta, qu'y a-t-il? Alors lui, c'est un personnage qui a acquis un grand pouvoir auprès de Danilo Medina. C'était un des hommes les plus puissants du palais présidentiel quand Danilo était à la tête de l'État dominicain. C'est quelqu'un qui a été dans beaucoup d'affaires aussi. On a beaucoup parlé de lui. Alors, c'était pas un gros homme d'affaires personnel avant de rentrer au gouvernement, mais il a été au centre de beaucoup de négociations. Par exemple, je pense, après la reconnaissance de la Chine, de la Grande Chine, de Pékin par la République dominicaine, c'est lui qui a conduit une délégation d'hommes d'affaires dominicains pour explorer les possibilités d'échanges commerciaux avec la Chine, après la rupture avec Taïwan. Enfin, c'est quelqu'un qu'on voyait beaucoup sur les grosses affaires, là où on brassait beaucoup d'argent.
Voilà, ce sont les grandes personnalités impliquées en République dominicaine de cette affaire Calamar. Et nous sommes avec Jean-Michel Kawa analysant cette situation. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Groupe Croissance et ses partenaires, la Banque de la République d'Haïti BRH et le Centre de facilitation des investissements CFI vous annoncent la tenue de la 13e édition du Sommet international de la finance du 17 au 19 avril 2023 à Marriott Hotel et online. Le thème retenu cette année est « Financer l'éco-développement en Haïti ». Entendez par là, financer l'économie et l'écologie pour le développement d'Haïti. Comment retrouver la voie d'une croissance économique soutenable et inclusive après 4 années consécutives de contraction du produit intérieur brut ayant conduit à la détérioration des conditions de vie de la population haïtienne? Comment faire face aux défis posés par le changement climatique pour les économies insulaires? Comment assurer la transition énergétique? Comment l'économie haïtienne pourrait bénéficier des nouvelles mesures adoptées par les États-Unis pour raccourcir certaines chaînes d'approvisionnement de secteurs clés de leur économie? Autant de questions et d'opportunités qui seront analysées et débattues dans les différents panels composés d'experts locaux et internationaux au cours du Sommet international de finance du 17 au 19 avril 2023 dans la capitale financière haïtienne. Pour plus d'informations, appelez le 29 42 25 25 et le 28 11 78 27. Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, Télémétropole, le rendez-vous économique, et cette émission sera disponible sur YouTube. Nous avons comme invité Jean-Michel Kawa. On essaie d'analyser le séisme politique de ce mois de mars 2023 en République dominicaine. Au cours de la première partie, nous avons analysé les grands acteurs impliqués. Bon, il y a plus quand même près d'une vingtaine de personnes, donc c'est un réseau assez puissant. Maintenant, pour la première fois, Danilo Medina se retrouve au plein centre de cette histoire, puisqu'il y a eu une rencontre même au Palais national. Et on a parlé d'une affaire de Casita, là où ces gens se rencontraient. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que le président est impliqué? Parce que vous avez parlé de la sœur du président, du frère du président, mais jusqu'à présent, Danilo n'a pas été touché directement. Est-ce que Danilo, qui a réagi, on vous rappelez dimanche dernier, verbalement, et a été très critique et attaquant même le système judiciaire, particulièrement le ministère public, comment Danilo se retrouve dans toute cette histoire après avoir déclaré qu'il souffrait de prostate, de cancer? Voilà, donc au moment où l'affaire a éclaté, c'est-à-dire il y a maintenant une quinzaine de jours, Danilo Medina n'était pas en République dominicaine. Il était parti aux États-Unis par un vol privé, précisément pour faire ses contrôles médicaux, suite auxquels il a été annoncé qu'il souffrait d'un cancer de la prostate. Donc, cette annonce, je dirais, a un petit peu brouillé le discours le concernant. Évidemment, tout le monde, tous les anciens présidents, à commencer par Hipólito Mérida, Leonel Fernández, lui ont souhaité, et le président Luis Abinader, lui ont souhaité un prompt rétablissement, espérant que sa santé allait s'améliorer. En revanche, un certain nombre de commentateurs, avant qu'on sache cette histoire de cancer, ont dit qu'il était impossible d'imaginer que Danilo Medina n'ait pas été au courant de ces affaires, tant les collaborateurs qui sont impliqués lui étaient proches. Donc, plusieurs commentateurs très écoutés dans ce pays ont dit, bon, ben, là, clairement, si Gonzalo Castillo, Peralta et Guerrero sont impliqués, Danilo, forcément, était impliqué également. Mais pour l'instant, le ministère public n'a pas voulu le mettre en cause directement. Alors, est-ce que ça viendra par la suite? C'est un point d'interrogation. Et comme vous le disiez, il y a eu une réaction finalement, je dirais, de corps du PLD. Le secrétaire général du parti a parlé. Ils ont essayé de dévier l'attention en disant qu'il s'agissait d'une instrumentalisation politique de la justice pour essayer de détruire le PLD, le Parti de la Libération dominicaine. Selon eux, ces accusations ne sont pas justes et surtout ont pour objet, encore une fois,
d'attaquer le parti. Ça a été la ligne de défense finalement du Parti de la Libération dominicaine, en disant il y a une espèce de destruction médiatique de ces personnalités très proches de Danilo Medina, parce qu'évidemment, des éléments du dossier ont été filtrés à la presse, qui en a abondamment parlé. Donc, il y a une espèce, selon la défense du PLD, de médiatisation de la justice qui évidemment porte un coup sérieux au PLD. Maintenant, avec les 3000 pages et les 1200 éléments de preuve, comment le PLD peut rejeter tout ça et dire qu'on a utilisé la justice pour attaquer le PLD, détruire même le parti? Et c'est la première fois que je vois Danilo, qui est un type assez calme, aussi furieux et au sein du parti lorsqu'il donnait sa position par rapport au ministère public. Oui, je pense que sa colère, enfin sa réaction montre à quel point le ministère public a touché juste. Et cette défense du PLD est loin de convaincre la majorité des Dominicains. Alors évidemment, il y a les fidèles d'entre les fidèles qui ont été manifestés devant le palais de justice à Ciudad Nueva, au centre de la vieille ville de Saint-Domingue. Il y a eu d'autres pétitions, manifestations. Mais je dirais que, tel que je le ressens, en tout cas, la majorité de la population est quand même impressionnée par l'ampleur de ces révélations et y apporte crédit. Enfin, je pense que après ça, il faut que les juges se prononcent. Mais c'est vrai que ce sont des révélations qui sont quand même bouleversante pour la société dominicaine. C'est un séisme, comme vous disiez en introduction. Mais est-ce que l'opinion publique dominicaine fait confiance au ministère public pendant que le PLD essaie de détruire l'image maintenant du ministère public? Est-ce que, comme vous l'avez dit, le travail réalisé par Abinader d'essayer d'avoir un ministère public autonome, indépendant, ne contrôlant pas ça, est-ce qu'ils ont cet avantage? Est-ce que le mouvement Marcha Verde, est-ce que tout ça dit, voilà ce qu'on recherchait lorsqu'on marchait dans les rues pour mettre fin à ces différents scandales? On en parlait, mais maintenant ça devient public. Oui, je pense que dans tous les sondages qu'on peut voir, le ministère public et particulièrement Myriam Herman, donc la procureure générale de la République, conserve une excellente image. Très peu de gens doutent de ça. Enfin, la majorité des gens ne doutent pas de son honnêteté, de sa volonté de poursuivre la corruption. Et je pense que c'était la grande demande, comme vous le disiez, de la Marcha Verde, y compris. Il y a eu une nouvelle mobilisation de la Marcha Verde, évidemment, qui n'a pas rassemblé énormément de gens, parce que les gens estiment que le combat a été en grande partie gagné avec sa nomination et avec son action depuis qu'elle est à son poste. Mais je crois que la grande majorité de l'opinion et de la société dominicaine appuie ces efforts donc de lutte contre l'impunité et la corruption, oui. On essaie de voir les principaux acteurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce fameux Bolivar Ventura, surnommé l'ingénieur, qui est un acteur clé de ce scandale? Oui, alors c'est pas la première fois qu'il apparaît dans une affaire de corruption, on l'avait déjà vu dans d'autres dossiers, et c'est effectivement un ingénieur qui s'est retrouvé au centre de toute une série de magouilles, comme on dit, et son nom est revenu, c'est un peu comme un Loquard, ce sont des personnages qui apparaissent, dont on ne parle plus, et puis quand il y a un gros scandale de corruption, on est à peu près sûr qu'ils seront là, qu'ils seront cités dans les dossiers. Donc, je vous dis, ça ne m'a pas surpris outre mesure. Parlant de Ángel Loquard, économiste et avocat, très reconnu à Santo Domingo, extrêmement populaire. Et vous avez dit que... Bon, non, il n'est pas populaire. Non, bon, quand je dis populaire, plutôt connu. Pas populaire. Connu. Vous avez tout à fait raison, connu. Oui, j'allais dire, bon, comment Ángel Loquard a pu quand même citer le nom d'Abinader, estimant qu'il a eu à donner de l'argent au parti, le PRM,
au cours des dernières élections. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de manigancer pour essayer de brouiller les cartes? Est-ce qu'on peut en parler ainsi? Oui, non, c'est quelqu'un, moi je le connais depuis plus de 30 ans. Sa carrière est quand même assez extraordinaire. Comme je disais, il a été mêlé. C'était un balagueriste, hein, c'était un des principaux, je me souviens, en 94, lors de la crise 1994, lors de la crise post-électorale. Souvenez-vous de cette élection où la crise a duré plusieurs semaines entre Balaguer et Peña Gómez. On ne savait pas qui avait gagné, la fraude de Balaguer. Et c'était un des principaux porte-parole de Balaguer à l'époque. Ensuite, il s'est retrouvé, on ne sait pas trop comment, ministre de Hipólito Mérilla. Non, il a été avant ça ordonnateur des fonds de Lomé, donc de la coopération européenne. Et moi, je me souviens le représentant de l'époque de l'Union européenne, le résident, Meloni, un Italien, m'avait dit on n'avait jamais assisté à un scandale de corruption comme ceux qui ont eu lieu en République dominicaine avec André Loquard. Il avait réussi à détourner des fonds alors qu'il y a des contrôles extraordinaires de l'Union européenne. Donc, c'est pas quelqu'un. Ensuite, quand il était ministre de l'Industrie et du Commerce sous Hipólito, il y a eu un autre scandale à propos du gaz, les ventes de gaz. Et ça a été comme ça. Ensuite, il s'est rallié à tous les gouvernements, finalement. Et chaque fois, ça a été l'occasion de scandales. Et là, pour sa défense, dans la dernière affaire Calamar, il prétend qu'il a donné de l'argent à la campagne de Luis Abinader, ce qui n'est pas impossible d'ailleurs, et que donc on ne peut pas l'accuser parce qu'en fait il a été un des financiers du président. C'est une défense très très partielle parce que ça ne veut pas dire qu'il n'était pas impliqué dans les scandales que le ministère public lui reproche dans l'affaire Calamar. Donc notamment, il aurait été au centre, selon le ministère public, au centre de ces détournements, des remboursements pour expropriation. C'est lui qui aurait monté, en gros, ces mécanismes. Donc, c'est quelqu'un qui est connu, je vous dis, pour une espèce il renaît, il est impliqué, il disparaît, et il renaît dans la prochaine affaire de corruption. Mais expliquez-nous, pourquoi ils sont impliqués, ils sont également en prison, et ils ne sont pas relâchés avant qu'il y ait un procès? Comment fonctionne le système dominicain? Oui, le système judiciaire dominicain. Donc vous avez une imputation qui est prononcée par le ministère public, et alors ensuite ce sont des juges qui décident si, au vu des éléments rapportés par le ministère public, il y a lieu de prendre des mesures donc de détention, qui peuvent être détention en prison, qui peuvent être détention à domicile, qui peuvent être bracelets électroniques, en fonction de la gravité des faits et en fonction des risques d'évasion, donc en attendant le procès au fond qui viendra plus tard, évidemment. Pour l'instant, il n'y a pas eu de jugement définitif concernant ces affaires, si ce n'est des décisions de justice qui les ont condamnés, qui les ont mis en prison de manière, je dirais, préventive, en attendant le jugement au fond. Revenons à l'affaire Medusa, et jusqu'à présent, Jean-Alain Rodriguez est en prison, je suppose. Alors, Jean-Alain Rodriguez, oui, qui était donc l'ancien ministre de la Justice, qui a demandé plusieurs fois sa libération, et donc, parce qu'il y a un délai quand même. Le ministère public ne peut pas demander, alors ça dépend de la gravité de l'affaire, il y a des affaires complexes pour lesquelles la détention provisoire peut durer, je crois, 18 mois, si je ne me trompe, et d'autres pour lesquelles c'est 1 an, enfin ça dépend un peu Et parfois ils demandent 6 mois ou 3 mois de détention avant jugement, et dans le cas de Jean-Alain, je crois qu'on arrive à plus d'1 an, donc là il a demandé sa remise en liberté. Mais là aussi, les accusations sont très sérieuses. Donc, le ministère public et puis la justice est lente, comme dans beaucoup de pays. La justice est lente et, comme je vous le disais, la justice est largement contrôlée par des gens qui ont été nommés par le PLD. Mais ils doivent
disposer de beaucoup de ressources parce que la PEPCA, pour gérer autant de dossiers, on a déjà cité près de 5, comment arriver à mettre en place tous ces dossiers, et parfois très compliqués, et obtenir des résultats? Oui, alors ça, c'est une des choses qu'il faut reconnaître aussi à Louis Abinader, c'est qu'il a donné les moyens. Non seulement il a donné l'indépendance au ministère public, mais il a également donné des moyens. Alors, les moyens sont jamais suffisants. Myriam Herman, à plusieurs reprises, a dit qu'il lui faudrait plus de personnel, qu'il lui faudrait plus de moyens. Mais c'est vrai que pour l'instant, au vu de ces milliers, ces dizaines de milliers de pages et d'enquêtes qui ont été réalisées, ce qu'on peut constater, c'est que le ministère public a des moyens qu'il n'avait pas auparavant. Le PLD, Medina, est-ce qu'il y a une possibilité, Danilo, de l'inculper? Comme ça se fait aux États-Unis maintenant avec Donald Trump? Avec Donald Trump. Oui, c'est évidemment une possibilité. Souvenez-vous que Jorge Blanco avait été inculpé sous Balaguer et condamné d'ailleurs pour des actes de corruption qui n'avaient rien à voir, qui étaient des petites choses par rapport à ce dont on parle aujourd'hui. Donc ce n'est pas inconcevable. Après ça, il y a toute la dimension politique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le principal adversaire potentiel de Louis Abinader pour sa candidature à la réélection, qui est pratiquement sûre, enfin, il est à peu près certain qu'il va se représenter. Celui qui apparaît le plus menaçant, c'est pas le PLD, mais c'est plutôt Leonel Fernandez de la Force du Peuple. Donc tout ça va évidemment rentrer en ligne de compte. Pour l'instant, on rentre dans l'année finale, l'année avant les élections. Donc, les considérations politiques vont évidemment jouer. C'est ce que nous allons analyser au cours de la troisième et dernière partie de cette émission avec Jean-Michel Kawa à partir de Santo Domingo, à savoir l'impact politique de cette affaire. Groupe Croissance et ses partenaires, la Banque de la République d'Haïti BRH et le Centre de facilitation des investissements CFI vous annonce la tenue de la 13e édition du Sommet international de la finance du 17 au 19 avril 2023 à Marriott Hotel et online. Le thème retenu cette année est « Financer l'éco-développement en Haïti ». Entendez par là, financer l'économie et l'écologie pour le développement d'Haïti. Comment retrouver la voie d'une croissance économique soutenable et inclusive après 4 années consécutives de contraction du produit intérieur brut ayant conduit à la détérioration des conditions de vie de la population haïtienne? Comment faire face aux défis posés par le changement climatique pour les économies insulaires? Comment assurer la transition énergétique? Comment l'économie haïtienne pourrait bénéficier des nouvelles mesures adoptées par les États-Unis pour raccourcir certaines chaînes d'approvisionnement de secteurs clés de leur économie? Autant de questions et d'opportunités qui seront analysées et débattues dans les différents panels composés d'experts locaux et internationaux au cours du Sommet international de finances du 17 au 19 avril 2023 dans la capitale financière haïtienne. Pour plus d'informations, appelez le 29 42 25 25 et le 28 11 78 27. Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique, une émission qui sera disponible sur YouTube. Nous analysons le séisme politique qu'il y a eu du côté de la République dominicaine avec cette affaire Calamar. Voilà, Jean-Michel, dans les deux premières parties, nous avons bien vu qui sont les personnalités, qu'est-ce qui s'est passé, un montant phénoménal, 360 millions de dollars américains. Lorsqu'on parlait de 92 millions de débrettes, on a pu voir c'est 3 fois plus, en quelque sorte, une grosse affaire politique en République dominicaine. Pour analyser l'impact politique, vous avez dit Leonel Fernandez, ça vraiment, il revient encore à la charge. Oui, vous savez, la politique est une drogue addictive et peu de politiciens y échappent. Et donc, Leonel Fernandez, oui, est reparti en campagne, a créé donc un nouveau parti depuis qu'il s'est séparé du Parti de la Libération dominicaine et il espère bien revenir. Cela étant, les sondages les plus sérieux dont on dispose
montrent que cette aspiration aura du mal à se concrétiser. Selon, encore une fois, il y a beaucoup de sondages, alors il y a des manipulations dans ces sondages, mais les sondages les plus sérieux, je pense à des instituts comme Gallup ou d'autres qui sont reconnus sur la place, indiquent que Louis Abinader est très largement en tête, y compris qu'il pourrait être élu au premier tour avec un peu plus de 50% des voix. Et les deux autres grands candidats, qui sont Léonel Fernandez d'une part et Abel Martinez d'autre part pour le Parti de la Libération dominicaine, arrivent relativement loin derrière avec 27, autour de 20 pour Abel Martinez. Donc, tel qu'on est aujourd'hui, hein, les choses peuvent évidemment changer. La situation, comme vous le savez, un sondage donne une indication à un instant T, mais les choses peuvent évoluer. Mais aujourd'hui, je pense que Louis Abinader est bien placé, oui. Donc, il n'y aura pas de primaire au niveau du PRM. Donc, Abinader sera le principal représentant si on voit ce qui se passe pour le moment. Et Martinez, c'est l'actuel maire de Santiago, je crois, et pour le PLD. Et vous nous dites que Fernandez pourrait émerger. Il avait fait une bonne chose, alors en laissant le parti. Comment il se positionne par rapport à ce scandale? Non. Léonel Fernandez a quitté, souvenez-vous qu'il a quitté le PLD avant la dernière élection. Oui, avec la défaite de Castillo. Exactement. Quand Castillo a remporté la primaire du PLD, il a quitté, il a démissionné du PLD et il a fondé ce nouveau parti, donc la Force du Peuple, FUPU, comme on dit ici, qui est son parti maintenant, le parti au nom duquel il se présente donc aujourd'hui comme de nouveau candidat à la présidence. Est-ce que ce parti a pu quand même attirer beaucoup de gens, ce nouveau parti? Alors oui, il y a un certain nombre d'anciens militants du PLD qui ont suivi Léonel Fernandez. Et cette scission a été, comme je le disais tout à l'heure, une des principales raisons avec la mobilisation de la société civile contre la corruption. Cette scission a été une des principales raisons du triomphe, de la victoire donc de Louis Abinader. Et on retrouve le même scénario pour les prochaines élections. Alors vous disiez, il n'y a pas de primaire pour le PRM, pour le parti d'Abinader. Non, il y a des primaires qui sont des primaires fermées. Il y a un ou deux autres candidats potentiels, notamment Guido Massara qui a dit qu'il allait se présenter. Mais il est clair pour tout le monde que Louis Abinader va l'emporter de très loin au sein de la primaire interne du parti, du PRM, et sera le prochain candidat à sa réélection. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Du côté du PLD, donc la primaire a eu lieu. Margarita Cedeno, qui était candidate, a été battue par Abel Martinez, donc le maire de Santiago, comme vous disiez. Et pour la FUPU, le parti de Léonel Fernandez, la Force du Peuple, eh bien, c'est Léonel qui n'a aucun concurrent à l'intérieur de sa formation. C'est vraiment le caudillo, c'est le chef incontesté de ce nouveau parti. Mais il y a un fils de Léonel qui pointe du nez également sur le plan politique en République dominicaine ces jours-ci. C'est dans quel parti qu'il se trouve? Oui, mais c'est pas pour la présidence. Il le prépare pour être... Il souhaiterait le présenter comme sénateur du Distrito National de Saint-Domingue, ce qui est un poste électif important. Et effectivement, il est assez présent dans les médias et c'est le fils de son père, donc il est relativement connu. Oui, mais est-ce qu'il doit être partagé entre sa mère restant dans le PLD et son père du côté de la Force du Peuple? Non, il a clairement choisi pour son père. Il est militant actif, dirigeant du parti de son père, de la FUPU. Ah, ok, très bien. Donc, et Margarita, pas d'avenir politique alors? D'autant plus, non, je corrige, c'est pas le fils de Margarita. Hein, c'est pas le fils de Margarita, c'est le premier mariage? Oui, un autre mariage. Ok. Et bon, maintenant, l'aspect politique, Léonel, à un certain moment, on parlait également de corruption et du côté de Léonel, donc il s'est blanchi totalement dans la perception? Non, c'est une bonne question parce qu'effectivement, il y a plusieurs scandales, notamment les avions Tucanos, l'affaire Odebrecht. Léonel est très impliqué dans ce scandale aussi. Il y a plusieurs de ses anciens ministres, d'ailleurs, qui sont en attente de jugement.
dans ce scandale d'Odebrecht. Mais pour l'instant, on a l'impression que, bon, comme ce sont des dossiers plus anciens, parce que Leonel Fernandez était président dans des périodes plus anciennes, on a l'impression que le ministère public s'est intéressé donc surtout aux scandales de corruption les plus récents de l'époque de Danilo Medina et quelques-uns d'ailleurs de l'époque actuelle. Il y a eu le ministère public est intervenu pour 2 ou 3 scandales de l'administration d'Abinader, ce qui a permis de freiner, donc, comme je le disais tout à l'heure, les tentations qu'il pourrait y avoir. Mais c'est effectivement une des grandes questions qui se posent. Est-ce que les scandales de corruption de la période de Leonel Fernandez vont également ressurgir? Maintenant, Medina a réagi brutalement et on pense même que ça pourrait créer des problèmes au niveau de la société dominicaine. Et vous avez parlé, on a vu en plusieurs occasions des fanatiques du PLD se trouvant devant les palais de justice. Ce n'est pas une bonne image. Et il y a eu également du grabuge, semble-t-il, au siège du parti. On a accusé la police nationale. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un danger que cette affaire cause des problèmes pour la société dominicaine, à savoir revenir aux démons du passé? Je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, les incidents que vous avez cités ont été... Moi, il y a eu quelques incidents avec une violence, mais pas une grande violence. Il y a eu quelques vitres cassées à l'entrée du tribunal de Saint-Domingue. Il y a eu quelques grenades lacrymogènes qui ont été tirées par la police, effectivement, la Casa Nacional, au siège du PLD. Ils ont essayé au moment parce que vous savez qu'il y a eu ce fameux sommet ibéro-américain, où on a beaucoup parlé d'Haïti. Ils ont essayé de manifester devant l'entrée du sommet, mais on a l'impression qu'ils se rendent compte qu'il vaut mieux calmer le jeu, en tout cas au niveau des manifestations de rue. Et pour l'instant, on voit plutôt une espèce de contre-offensive médiatique pour essayer de déconsidérer la procureure, pour essayer de déconsidérer le ministère public. Mais on a le sentiment quand même que le PLD s'est rendu compte que les grandes masses populaires n'allaient pas descendre dans la rue pour défendre des personnalités dont la majorité des Dominicains pensent effectivement qu'ils étaient très corrompus. On a parlé de la présidence, il va y avoir certainement des élections pour le Congrès. Quelle est la configuration actuelle du Congrès et qu'est-ce qu'on prévoit comme perte d'image pour le PLD au cours des prochaines élections, pas simplement au niveau de l'exécutif, mais au niveau du Congrès et des municipalités? Alors, c'est encore tôt pour le dire, parce que d'une part, les candidatures n'ont pas... Autant on a une idée assez précise de ce que vont être les candidatures présidentielles, mais on n'a pas une idée, il n'y a pas eu encore de primaire au niveau local, régional, pour savoir qui va être candidat. Ce que dit le PRM, donc le Parti révolutionnaire moderne de Luis Abinader, c'est qu'il y aura un contrôle beaucoup plus strict des candidats, parce que pour la dernière élection, finalement, comme c'était pas un parti au pouvoir, ils n'avaient pas d'argent, donc ils ont laissé se porter candidat des gens qui par la suite se sont révélés être liés au narcotrafic. Enfin, il y a eu un certain nombre de personnages peu reluisants qui ont été élus sous la bannière du PRM. Donc là, l'engagement qu'a pris Palissa, qui est le secrétaire général du parti, c'est on va contrôler beaucoup plus précisément les candidats. Et alors côté PLD, pareil, on ne sait pas très bien qui sera candidat à sa réélection au niveau des députés, des sénateurs et des maires. Et la FUPU va essayer... Alors il y a beaucoup comme je disais, d'anciens militants et d'anciens cadres du PLD qui sont passés à la FUPU avec Leonel Fernandez. Donc je pense qu'on aura probablement une représentation amenuisée du PLD et probablement un peu plus importante de la FUPU, mais tout ça va dépendre aussi des accords et tout ça. On est encore loin des manœuvres politiques qui permettront d'avoir une idée plus claire de la configuration du Congrès. Parlant du vetting au sein du PRM, on cite d'ailleurs le nom d'un député du PRM dans l'affaire Calamar. Absolument. Non seulement on cite ce nom, mais également il y a un député qui a été extradé aux États-Unis,
pour des charges de narcotrafic. Enfin, il y a au moins 2 ou 3 cas de députés du PRM qui sont accusés de narcotrafic. Donc là, le PRM a effectivement un travail important à faire pour un meilleur contrôle. Le PRM a la majorité au Congrès maintenant? Alors oui, au Sénat et à la Chambre également, majorité qui n'est pas une majorité absolue, si j'ai bonne mémoire, mais qui est une majorité, oui, oui, absolument. Et peut-on penser à un renforcement de cette majorité à partir de cette affaire Calamar ou encore des différents scandales qui ont touché particulièrement le PLD? Alors, comme je vous le dis, c'est encore tôt parce qu'on ne connaît pas les candidats. Il faudrait savoir qui se représente, s'il y a de nouveaux candidats, quels sont leurs profils. Non, on n'est pas encore à ce niveau. Mais oui, je pense que d'une manière générale, on peut penser que cette série de scandales à répétition va affecter le vote en faveur du PLD. Alors, est-ce que les électeurs du PLD qui vont aller voir ailleurs, est-ce qu'ils vont aller plutôt vers le PRM? Est-ce qu'ils vont aller plutôt vers la foupou de Léonel Fernandez? C'est encore une question je pense que pour l'instant, il y a eu quand même beaucoup de ralliements au PRM, parce que c'est le parti de gouvernement, et vous savez, un certain nombre de gens dans tous les pays ont tendance à voter pour ceux qui sont au pouvoir. Donc ça, sûrement, ça leur attire des candidats et des votes. Mais je crois qu'il faut être patient. Kessner, il faut attendre un peu avant de répondre à cette question. Tout à fait. On aura l'occasion certainement d'en discuter. Mais pour terminer, est-ce que il y a un récent sondage qui a révélé que le problème de violence dans les rues, d'insécurité, le problème d'inflation, et malgré une certaine reprise économique en République dominicaine après Covid, ça ne va pas déranger Abinader, l'administration Abinader? Alors oui, évidemment, ce sont des sujets qui sont sur la table et qui sont traités dans les médias, sont des angles d'attaque de l'opposition. Mais je pense que bon, ce sont des sujets universels hein, qu'on retrouve dans tous les pays qui sont liés en ce qui concerne l'insécurité après la crise, l'enfermement de la crise Covid. On a assisté à une montée de l'insécurité dans beaucoup de pays. En ce qui concerne l'inflation, on connaît les conséquences de la crise en Ukraine sur les marchés de matières premières, sur l'énergie. Donc tout ça, évidemment, a touché également la République dominicaine. Ce que le gouvernement Abinader a fait, c'est qu'il a réussi à maintenir les prix de l'essence, les prix des carburants, qui n'ont pas augmenté sur toute la période. Ça, c'est très important parce que, comme vous le savez, les prix des carburants ont un effet d'enchaînement sur tous les autres prix. Donc, ces prix se sont maintenus au prix de lourdes subventions. Le gouvernement a subventionné pendant longtemps et continue de subventionner, un peu moins maintenant que le prix du baril a baissé, mais ça a coûté relativement cher au trésor public. Et quant au prix alimentaire, oui, ils ont augmenté, mais je veux dire, ils n'ont pas augmenté de manière scandaleuse pour la majorité la plus pauvre de la population, parce qu'il y a eu aussi un effort avec des marchés spéciaux destinés où on vend finalement les produits de base à des prix qui sont restés relativement contrôlés. Donc il y a un problème quand vous allez au supermarché, mais qui touche, je dirais, davantage la classe moyenne, classe moyenne et les riches qui ont les moyens, plus ou moins, de faire face à ces augmentations de prix. Donc, non, je pense que pour l'instant, en tout cas, ce ne sont pas des facteurs qui mettent en péril la réélection de Luis Abinader. On termine avec Haïti, bien sûr. Vous avez couvert pour nous cette réunion ibéro-américaine. Vous avez eu des discussions avec Métropole. Haïti était au centre de tout ça, de cette réunion. Et le terme utilisé par Abinader, pacifier Haïti. Qu'est-ce qu'il veut dire par pacifier Haïti? Est-ce qu'il a un plan stratégique, comme je vois les Américains ont publié leur plan? Donc, est-ce que du côté de la République dominicaine, nous, pas qu'on n'en a pas du côté d'Haïti pour ce plan, mais qu'est-ce qu'il maintient de pacifier Haïti?
Bah écoutez, la République dominicaine, qui est aux premières loges, hein, puisque nous partageons l'île avec Haïti, est très préoccupé. Le gouvernement dominicain, le président dominicain est préoccupé par les conséquences négatives et potentiellement pires si la situation se détériorait encore en Haïti, que cela aurait sur la République dominicaine. Donc ça explique que depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, le président, je dirais, le seul thème en matière de politique internationale que n'a cessé de porter le président Abinader et son ministre des Relations extérieures, Roberto Alvarez, ça a été il faut que la communauté internationale prenne conscience de la gravité de la crise en Haïti, il faut que la communauté internationale intervienne pour aider à trouver une solution, à régler cette crise. Ça a été le discours récurrent et constant finalement des Dominicains depuis plus d'un an. Et là, à l'occasion de ce sommet ibéro-américain, où étaient présents donc à la fois le président du Portugal, le Premier ministre portugais, le roi d'Espagne, le président du gouvernement espagnol, et 16 présidents ou vice-présidents des pays ibéro-américains. Donc, malheureusement, Lula n'a pas pu venir, le président du Brésil, car il a eu un problème de pneumonie qui l'a empêché de voyager pendant quelque temps. Mais il voulait venir. Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, ne se déplace pratiquement pas à ce genre de conclave, donc il n'était pas prévu qu'il vienne. Mais sinon, la représentation était de très haut niveau. Et dans son discours, donc, Luis Abinader a martelé cet argument en disant que la seule façon d'aider Haïti, c'était de l'aider à pacifier. Donc, pacifier Haïti, ça voulait dire quoi? Ça veut dire mettre sur pied une force internationale qui puisse affronter ce problème de sécurité, le problème des gangs. Alors, il a bien précisé que pour des raisons qu'on connaît, des raisons historiques évidentes, la République dominicaine ne pouvait pas participer à une telle force, mais il y a eu des discussions durant le sommet, durant lesquelles plusieurs pays, notamment le Paraguay, le Costa Rica et d'autres, ont repris cet argument, et je dirais même la Colombie, qui est un pays important de la région. Le président colombien, Gustavo Petro, a dit qu'il se sentait co-responsable de l'aggravation de la crise en Haïti du fait de la participation de mercenaires colombiens à l'assassinat de Jovenel Moïse, et il a dit qu'il voulait lui aussi participer plus activement à une solution en Haïti. Donc voilà, pour l'instant, rien de concret en termes de... Mais je dirais un thème qui a beaucoup résonné et je dirais un effort de conscientisation au niveau de la communauté internationale, notamment ibéro-américaine en l'occurrence. Mais le président du Conseil espagnol, Pedro Sánchez, a dit que, en sortant de cette réunion, qu'il allait désormais parler de la crise haïtienne au niveau multilatéral, dans toutes les réunions et conférences auxquelles il allait participer. Donc, je pense qu'il y a eu un effet positif en ce qui concerne Haïti. Jean-Michel Pakawa, encore une fois, un grand merci pour cette analyse limpide, je pourrais dire, de la situation sociopolitique et économique, tant du côté d'Haïti que de la République dominicaine. Bon week-end. Merci à vous. Merci. Ciao, à la semaine prochaine.